Vienne 1900. Sur la capitale autrichienne souffle un vent d'exaltation. Aux terrasses des cafés, les esprits s'agitent, les artistes frémissent. Du spectre de la guerre, on est loin de sentir les prémices. Les Viennois virevoltent sur les rythmes à 3 temps. La vie est légère et intense. Strauss, Mahler, Klimt, Freud, tous n'ont qu'un mot à la bouche, modernité. Au milieu de la fièvre créatrice, une femme attire les génies comme des aimants. Elle s'appelle Alma. Partout où elle va, elle dégage quelque chose d'enivrant, de magnétique. Elle est une tornade et un tourbillon de douceur à la fois, énigmatique et sulfureuse. Son regard d'un bleu cruel fait frissonner les cœurs et trembler les âmes. À 17 ans, elle tombe amoureuse de Gustav Klimt. Dans l'atelier du peintre, Alma passe des nuits enivrantes. Elle pose sous tous les angles. Elle habite les peintures. Elle est sa muse. Pourtant, ce qu'elle veut, elle, ce n'est pas poser, mais composer. Elle rêve de devenir la plus grande musicienne de son temps. Elle qui connaît Wagner sur le bout des doigts, écrit sans relâche des sonates, des lieders, des opéras. Elle brûle d'égaler les plus grands génies. En janvier 1901, lors d'un dîner mondain, elle rencontre un autre Gustave Mahler, le grand compositeur. Nerveux et angoissé, mais célèbre et adulé. Elle s'éprend de son talent. Alors Alma devient Alma Mahler. Quelques jours plus tard, son destin prend la forme d'une lettre à l'écriture penchée. Le 19 décembre 1901, Mahler lui écrit « Tu dois être mon épouse et non ma collègue. Tu n'as désormais qu'une seule profession, me rendre heureux. » Alma lit et relit les terribles lignes tracées par son mari. Peu à peu, elle renonce à ses prétentions pour devenir une femme dévouée. La voilà épouse parfaite, veillant au bien-être du compositeur, préparant ses déjeuners et ses dîners, assistant aux répétitions. Elle le suit à New York et à Paris, et de nouveau à Vienne. À défaut de se consacrer à sa grande œuvre, elle tient salon. Elle oublie ses désirs dans les divertissements mondains. Les années passent, et l'humeur d'Alma oscille entre l'exaltation et la mélancolie. Mahler compose sa 5e symphonie et Alma sombre dans la schizophrénie. Dans son journal, elle note « Il y a en moi un terrible conflit. Je meurs d'envie de jouer, mais j'ai perdu l'inspiration. On m'entraîne loin de moi-même. Je rêve de redevenir qui j'étais. » Gustave l'isole de ses amis. À l'opéra, on lui reproche sa tyrannie. Alma n'en finit plus d'accumuler la rancœur contre lui. La muse sublime se transforme en furie. « J'étouffe sous ton génie aveugle, lui dit-elle. J'oublie que j'existe. » À l'été 1910, enfin, Alma revit. Elle tombe sous le charme d'un bel architecte aux yeux perçants, Walter Gropius. Lorsque son mari travaille, Alma s'échappe. Elle se retrouve dans les bras de son amant. Un soir, Gropius commet un acte manqué. Il envoie une lettre d'amour à Alma qu'il adresse à Monsieur le directeur Mahler. Lorsqu'il découvre l'enveloppe sur son piano, Gustave explose de rage et de fureur. Rongé par la jalousie, il supplie Alma de ne pas l'abandonner. Il noircit ses partitions de cris désespérés et consulte le docteur Freud. Le désespoir a raison de lui. Le 11 mai 1911, son cœur lâche, Mahler trépasse. Alma ne peut s'empêcher de se sentir soulagée, libre, enfin. Elle écrit « Je ne veux plus être l'esclave d'aucun homme ». Pourtant, c'est déjà trop tard. Le mal-être s'est immiscé dans ses veines comme une araignée qui tisserait sa toile. Alma n'arrive plus à retrouver le chemin. Alors, elle se réfugie dans ce qu'elle sait faire de mieux, charmer et ensorceler. Elle collectionne les génies comme des pierres précieuses, le peintre Kokoschka, le poète Franz Werfel. Elle les enveloppe de sa lumière, exalte leurs dons, galvanise leur inspiration. De chaque amant, elle fait un dieu, puis le délaisse. En 1933, Alma a 50 ans. Le régime nazi proscrit la musique de Mahler, condamne l'architecture de Gropius, détruit les œuvres de Kokoschka, brûle les écrits de Werfel. Alma ne proteste pas. Elle s'enfuit en exil, en France, en Espagne, aux États-Unis. À New York, elle vit seule, mondaine et fatiguée, éclatante et naufragée. De temps en temps, elle se remet au piano. Elle cherche au plus profond d'elle-même une mélodie. Mais sous ses doigts écorchés, aucun son ne sort. Alors, elle écoute du Wagner et écrit « J'ai enterré mon rêve et c'est peut-être pour le mieux. »